Bonjour, cher Yannick. Bonjour. Si vous vouliez bien, pendant 10-12 minutes, vous allez exposer devant les chefs d'entreprise, devant tout le patronat qui est là pour vous écouter, un peu quelle est votre vision de la France, mais sur les propositions économiques, vision économique, et après, on vous interrogera. Très bien. Je vous laisse. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. En ce moment même se réunit le groupe 2 du GIEC qui est en train d'analyser, de conclure sur les impacts du dérèglement climatique. Vous le savez, ils sont potentiellement dramatiques, ils sont déjà là. Et dans ce contexte, on le voit bien, contexte ukrainien, évidemment, quelle est la part de notre dépendance au gaz dans le conflit sous-jacent aux frontières de l'Europe. On le voit sur le pouvoir d'achat, avec l'augmentation des prix du blé, liée aussi au dérèglement climatique. On le voit sur les prix de l'électricité, les prix de l'énergie, les prix des carburants. Beaucoup des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont liées à l'inaction climatique. Et dans ce cadre-là, je pense que si nous avons une responsabilité collective avec vous, c'est de faire du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, de la lutte pour le climat, le grand défi ensemble. Ce que je vous propose, finalement, c'est un pacte de patriotisme écologique. Si nous ne nous y mettons pas tous, nous n'y arriverons pas. Je l'ai déjà dit une fois chez vous, la transition écologique se fera avec les entreprises ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les agriculteurs ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les salariés ou ne se fera pas. La transition écologique se fera avec les citoyens ou ne se fera pas. Et donc c'est bien à une mobilisation que je vous appelle. Ce pacte de patriotisme écologique recouvre évidemment tous les sujets que vous souhaitez aborder aujourd'hui. C'est d'abord un pacte de compétitivité. On peut débattre, et on débat depuis des années, sur ce qui fonde la compétitivité d'une économie, sur ce qui fonde la compétitivité des entreprises. Il y a des mesures qui sont prises régulièrement, mais quand on regarde, y compris les derniers chiffres qui sont donnés, ils ne sont pas bons en termes de compétitivité. La compétitivité de la France continue de décliner. Ça se traduit notamment sur notre balance commerciale, 85 milliards de déficit. Et malheureusement, vous le savez, ça touche la quasi-totalité des branches industrielles ou de biens manufacturés. La compétitivité que je vous propose, c'est une compétitivité qui se reconstruit autour de la responsabilité environnementale et de la responsabilité sociale. Comme vous, comme moi, vous voyez en Europe beaucoup d'entreprises prendre le chemin de cette transition écologique. Cette transition écologique, elle se fait sur l'innovation, elle se fait sur l'innovation technologique, elle se fait sur l'innovation sociale, elle se fait sur les innovations d'organisation. Dans le bâtiment, on a énormément aujourd'hui d'innovations autour des bétons zéro carbone, autour des matériaux biosourcés. Et évidemment, vous le savez, dans mon projet, il y a 10 milliards d'euros d'investissement public par an sur le bâtiment et notamment sur la rénovation thermique des logements. On a vu le gouvernement, ces 4 ou 5 derniers mois, mettre 15 milliards d'euros pour compenser la hausse des factures. C'est plus que ce qui a été mis dans l'ensemble du quinquennat sur la rénovation thermique des logements. Anticiper coûtera toujours moins cher que de réagir et de réparer. De la même manière, on le voit dans la sidérurgie, on a aujourd'hui des entreprises qui se mettent sur les aciers zéro carbone. C'est toute cette compétitivité que je veux construire avec vous autour de ce grand projet qui est un projet d'investissement. Alors évidemment, il devra être assis sur une politique industrielle européenne. L'Europe
et c'est l'une de ses principales défaillances, n'a pas de politique industrielle. L'Europe, c'est un marché, l'Europe sont des consommateurs, mais l'Europe, ça reste le plus souvent 27 souverainetés industrielles, et c'est un énorme handicap vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. Donc la compétitivité d'abord. Deuxièmement, la souveraineté. Évidemment, ça passe par une politique industrielle européenne, mais ça passe par des outils aussi, plus spécifiques. Pour ma part, j'ai été rapporteur au Parlement européen sur l'ajustement carbone aux frontières, et je sais combien l'ajustement carbone aux frontières peut être un outil très efficace de construction d'un cercle vertueux. À la fois, nous agissons sur la politique climatique européenne, nous renforçons les disciplines sur tous les marchés carbone, les marchés ETS, et nous aurons cette discussion évidemment sur les quotas gratuits et la sortie des quotas gratuits. Mais ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on demande des efforts aux entreprises européennes, il n'est pas acceptable qu'il y ait du dumping climatique qui rentre sur le marché européen. Et ce cercle est vertueux parce que c'est à la fois agir, innover dans nos secteurs industriels, et c'est évidemment se protéger et donc, d'une certaine façon, retrouver de la compétitivité autour de la décarbonation et favoriser la réindustrialisation de notre continent et de notre pays. Mais c'est aussi un Buy European Act. Ça fait des années que je me bats au Parlement européen pour qu'on ait un Buy European Act, et ça fait des années, voire des quinquennats, que les dirigeants français prétendent défendre le Buy European Act. Vous savez qu'ils le sacrifient à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles. Ils le sacrifient à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles. Et ce n'est pas possible au regard de nos enjeux de souveraineté sanitaire, de souveraineté numérique, de souveraineté énergétique, de souveraineté sur des secteurs absolument stratégiques. Il n'est pas possible que l'Europe ait l'ouverture de ces marchés publics par défaut quand tous nos partenaires commerciaux ont la fermeture des marchés publics par défaut. Et donc un Buy European Act pour asseoir cette grande politique industrielle en Europe et dans notre pays. De la même façon, nous défendrons un Small Business Act pour favoriser dans nos marchés publics, vous savez que la commande publique c'est 8% du PIB, c'est un levier extraordinaire de réorientation, de reconstruction de notre économie autour de cette responsabilité environnementale. Enfin, relocalisation, réindustrialisation, je vous l'ai dit. Nous avons autour de l'économie circulaire, alors parfois l'économie circulaire, ça fait un peu l'économie qui tourne en rond. Je pense que c'est à peu près le pire des termes qui existent pour désigner l'économie de demain. Monsieur Frérot, qui évidemment pour être le pape de l'économie circulaire dans notre pays, c'est bien que c'est énormément d'innovation, que c'est les batteries électriques 100% recyclables, que c'est l'hydrogène vert, que c'est les matériaux biosourcés, j'en ai parlé sur le bâtiment. C'est tout un panel, un spectre d'innovation absolument extraordinaire qui construisent des bassins industriels, des bassins d'emploi connectés à des bassins de services qui permettent d'investir, encore une fois, massivement, qui permettent de créer de l'emploi sur tous nos territoires, des emplois de qualité, des emplois non délocalisables, et quand vous avez de l'activité économique, quand vous avez de l'emploi de qualité, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avoir des services publics, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la culture, et c'est beaucoup plus facile d'avoir de la démocratie, et donc on a un pays qui retrouve la confiance. Je l'ai dit enfin, le champ de l'écologie appliqué à l'économie, c'est pour nous le dynamisme, c'est pour nous ce pacte de patriotisme écologique qui sera bon pour l'emploi, qui sera bon pour nos enfants, qui sera bon pour l'avenir, qui sera bon pour la société aujourd'hui et qui sera bon pour l'économie. Et je veux dire qu'à travers mon pacte de patriotisme écologique, à travers les 25 milliards d'investissements que je souhaite mettre dans l'économie tous les ans, c'est le bâtiment, sont les énergies renouvelables. Et je veux dire à quel point le projet des écologistes en matière de transition énergétique est probablement aujourd'hui le plus responsable et le plus rationnel. Il faut qu'on sorte sur tous ces sujets-là du bricolage. Quand j'en parle
avec certains d'entre vous, ou ailleurs, des chefs d'entreprise. Ils me disent combien les objectifs qui sont régulièrement fixés par les gouvernements sont des objectifs de papier. Et qu'il leur suffit finalement d'aller à Bercy pour dire « Oui, enfin, l'objectif que vous avez annoncé, vous savez bien que cet objectif, on ne va pas pouvoir le tenir, donc on s'arrangera à la fin pour ne pas le tenir. » C'est totalement irresponsable aujourd'hui. L'écologie ne peut pas être une écologie d'évitement, où on fixe des objectifs qu'à la fin, personne ne respecte. Dans la responsabilité collective que nous avons sur le dérèglement climatique, sur le vivant, nous avons l'impérative nécessité de fixer un cap très clair, intangible, sur les 1,5 degrés de réchauffement, sur l'effondrement de la biodiversité, intangible, mais ça veut dire que s'il est intangible, à partir du moment où les transformations sont d'ampleur, les transformations sont très ambitieuses, le chemin doit être construit avec tous les acteurs de la société. Ma conviction, et j'en conclus là-dessus, c'est qu'on est dans un moment politique où la radicalité prétendue, c'est de diviser les Françaises et les Français. Où la radicalité, c'est de stigmatiser, de montrer du doigt des boucs émissaires. Ma radicalité, c'est de vouloir affronter les défis qui sont ceux de l'humanité, le climat, la biodiversité, la solidarité. Et ma radicalité, c'est de vouloir rassembler toutes les forces vives du pays autour de ces grands objectifs. Parce que franchement, vous êtes tous les jours dans vos entreprises. Vous avez des millions et des millions de salariés. On a envie d'une société qui a du sens. On a envie d'une société qui se réconcilie avec l'avenir. Et pour se réconcilier avec l'avenir, il nous faut un grand projet collectif. Un grand projet collectif, ça veut dire quelque chose qui nous dépasse toutes et tous. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on fait toute la journée, il faut quelque chose qui nous réunisse, qui nous rassemble et qui nous porte. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France autour de l'écologie, de ce grand projet pour l'économie et pour la société. Merci. Merci. Merci Yannick Jadot. Vous avez su utiliser, à mon avis, des mots qui vont faire plaisir, qui ont dû sonner dans les oreilles des chefs d'entreprise qui sont là. Vous avez parlé de pacte de patriotique écologique. Vous avez dit qu'il n'est pas question que ça se fasse sans les entreprises. Vous avez parlé d'un Buy European Act, d'un Small Business Act. On sait que c'est des demandes souvent des chefs d'entreprise. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on regarde un tout petit peu votre programme, on va rentrer un peu dans les méandres de vos mesures. Il y a quelques mesures qui peuvent inquiéter les chefs d'entreprise, notamment, alors il y a la augmentation de salaire, on va y venir évidemment, mais il y a la question des impôts de production. Bah oui, je suis obligée de commencer par là parce que c'est la mesure forte de votre programme et c'est une mesure forte demandée par Geoffroy de Roubaisieux tout à l'heure, le président du MEDEF. Donc c'est encore plus d'impôts de production en moins. Et vous dites, ben c'est simple, je supprime les impôts de production. Expliquez-nous pourquoi. Alors là, la façon dont vous résumez mon programme, ça va faire plaisir au MEDEF, ici réunis. C'est pas exactement ça en fait. Je supprime pas les impôts de production, mais je transforme la baisse qu'il y a eu des impôts de production en fonds d'investissement pour les régions. Je m'explique. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de baisses de cotisations, beaucoup de baisses de fiscalité, mais que l'ensemble de ces dispositifs sont non discriminants. C'est-à-dire qu'on le baisse pour l'ensemble des entreprises. Quand on regarde les évaluations qui ont été faites sur les baisses de fiscalité, et y compris sur les baisses des impôts de production, on voit que cette baisse des impôts de production a favorisé le plus souvent les plus grands groupes. Et quand on regarde les évaluations, c'est les groupes qui ont été favorisés, et la baisse des impôts de production favorise des entreprises qui émettent 20% de plus que le reste de l'économie. Ça, ce n'est pas possible. Le pacte que je veux construire avec vous, c'est un pacte où les politiques publiques
Encore une fois, moi je pense qu'il y a un truc chez les entreprises qui est assez extraordinaire, c'est votre capacité à transformer des contraintes en opportunités. Là-dessus, il faut vous faire confiance. Mais les politiques publiques ne peuvent pas simplement, au fond, agir sans discriminer entre des entreprises qui, aujourd'hui, veulent aller forer au fin fond de l'Afrique plus de pétrole et des entreprises qui vont s'inscrire sur l'économie circulaire et sur la protection du climat. Donc moi, je veux différencier les outils de politique publique. C'est vrai que je veux largement faire du bonus-malus climatique sur les outils de politique publique et que je préfère avoir des régions qui sont, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays, qui sont dotées de véritables capacités d'investissement dans des entreprises qui s'ancrent sur les territoires et qui pensent cette inscription sur les territoires et la grande transition écologique. Oui, mais puisque vous parlez de compétitivité, ça sera ma dernière question là-dessus. Compétitivité, on sait que les impôts de production, c'est ce qui pénalise les entreprises françaises, par exemple par rapport aux entreprises allemandes. Donc pour vous, ce n'est pas une question? Si, c'est une question. Je vois bien les rapports qui sortent sur l'aspect spécifique des impôts de production. Je vois aussi qu'on parle des impôts de production, mais on ne parle pas forcément des aides aux entreprises. Moi, je veux bien qu'on compare avec l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, les aides aux entreprises, c'est 0,8% du PIB. En France, c'est 2,8% du PIB. Donc, à un moment donné, moi, je suis tout à fait preneur de mettre sur la table l'ensemble des enjeux de fiscalité et de savoir où les politiques publiques veulent emmener l'économie. Quand on a des marchés publics qui ne discriminent pas, ça me pose un problème. Quand on a une fiscalité qui ne discrimine pas, ça me pose un problème. Quand on a, au fond, des baisses de fiscalité qui parfois bénéficient davantage à des entreprises qui font peu d'efforts sur le climat, plutôt qu'à des entreprises qui font des efforts sur le climat, eh bien, je pense que là, au fond, c'est un signe d'impuissance publique et c'est un signe, au fond, d'inaction climatique. Eh bien, moi, je veux sortir de ça. J'assume. Vous assumez. Quand vous dites renforcer l'impôt sur les sociétés, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'il faut poursuivre la baisse qui a été initiée par le président de la République? Ou est-ce qu'à votre avis, le niveau d'imposition sur les sociétés est suffisant, voire il faut le réalourdir? Moi, à ce stade, à part ce qu'on s'est dit sur les impôts de production, je ne touche pas aux impôts sur les sociétés, mais incontestablement, nous travaillons à mettre en place un système de bonus-malus sur l'impôt sur les sociétés, parce que je veux que la politique publique accompagne les entreprises qui se sont mis une trajectoire de décarbonation sérieuse, contrôlée, et qui contribuent donc à cette bataille pour le climat, et je sanctionnerai les entreprises qui le refusent. J'assume parfaitement qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre autant de politiques publiques et de milliards sur la table sans se donner tous les moyens, encore une fois, d'accompagner celles et ceux qui font bien et de contraindre un peu plus celles qui ne font pas bien. Vous voyez, par exemple, sur les marchés publics, pourquoi est-ce que la RSE n'est pas plus valorisée dans les appels d'offres? Moi, je trouve ça une aberration totale. On a des PME qui, dans notre pays, font 50% de l'activité économique, 50% de l'emploi, c'est 25% des marchés publics. Pourquoi ? Donc, je veux, encore une fois, non pas contraindre l'économie, puisque l'économie va être un levier extraordinaire de transformation, de décarbonation, de protection du vivant, et donc j'assume ma responsabilité d'élu, ma responsabilité, si les Français le veulent, de chef d'État, d'appuyer là où ça fait du bien et de contraindre là où ça fait mal. Juste une question, les précisions, ce bonus-malus, il fonctionnerait comment ? Comment vous le voyez? Quel pourcentage? Sur quoi? Écoutez, on est en train de travailler là-dessus, y compris, vous savez que ça pose des problèmes du point de vue de la Constitution. Donc on est en train de voir l'ensemble des éléments pour que le dispositif soit parfaitement crédible. Mais c'est vrai que... compliqué à mettre en œuvre. C'est compliqué, c'est pas compliqué. Parce que si vous voulez, à chaque fois qu'on me dit le climat, c'est une usine à gaz, la taxonomie, c'est une usine à gaz et tout ça, franchement, on est dans une société aujourd'hui où le grand défi, c'est le climat. On peut se raconter ce qu'on veut. Le grand défi de l'humanité, c'est le climat. Ce n'est pas le seul, mais le plus grand, c'est le climat. Et d'un seul coup, dès qu'on parlerait d'émissions de CO2, on serait bloqué par les modes de calcul et tout ça. Si on veut, on peut.
Avant de passer peut-être à la question d'augmentation des salaires, parce que vous avez des positions assez fortes, et on sait bien que le pouvoir d'achat est au cœur de cette élection présidentielle, un mot, puisque nous sommes dans la transition écologique, sur votre politique énergétique. Vous voulez supprimer le nucléaire, on est bien d'accord? Vous supprimez le nucléaire à horizon Alors, on va... 2030 ou 2050? On va remettre le truc tranquillement sur le nucléaire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je l'ai dit, aujourd'hui, face aux difficultés de pouvoir d'achat, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix de l'électricité... Vous maintenez le nucléaire? Attendez. J'y viens. Mais comme c'est un sujet un peu touchy, comme c'est un sujet où pendant des décennies, on n'en a quand même pas très bien discuté dans l'espace public, on va se prendre la minute qu'il faut, si vous me permettez. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, la politique en matière énergétique en France, c'est totalement du bricolage. J'assume de le dire comme ça. Franchement, on a une entreprise nationale, EDF, plus de 40 milliards de dettes. Aujourd'hui, sa capitalisation boursière, ça doit être au moins de 30 milliards. Ça n'a pas arrêté de baisser toutes ces années. On a un mur d'investissement de 100 milliards pour la mise à niveau de nos réacteurs. EDF arrive à peine à investir, notamment quand il s'est agi d'aller construire le Hinkley Point, qui a fait un bazar au sein de la direction EDF, que vous savez, même la démission du directeur financier. Et là, on a un président de la République qui prétend décider, mais qui, évidemment, à ce stade, n'est pas en capacité de décider, qui dit en fait la réponse au climat, la réponse au problème de pouvoir d'achat, c'est des EPR en 2045. C'est pas sérieux. On a eu un France Stratégie 2030, pas un mot sur les EPR, on a eu les SMR. D'un seul coup, on a des annonces, on va mettre 50, 60 milliards dans les EPR. Aujourd'hui, l'EPR de Flamanville, il devait entrer en fonction en 2012. On est en 2022, ça ne se fera pas avant des années. Plus 17 milliards de surcoût. 17 milliards de surcoût. Quelle est l'entreprise ici? Quelle est l'entreprise ici qui investirait 1 euro dans le nucléaire aujourd'hui? Sérieusement. Donc moi, l'investissement public, je veux le mettre pour agir sur le climat maintenant et sur les maîtrises de l'énergie maintenant. On a des filières dans le bâtiment qui ont le pied à l'étrier pour rénover nos logements et réduire les dépenses contraintes des ménages, réduire notre facture énergétique, qu'elle soit à l'échelle des familles comme à l'échelle du pays. On a des entreprises qui ont le pied à l'étrier pour développer de l'éolien offshore, pour faire du flottant, pour faire du photovoltaïque, pour mieux gérer l'hydraulique, la géothermie. Et d'un seul coup, comme d'habitude, on se projette à 2040, 2045 sans rien résoudre aujourd'hui. Je trouve que c'est du bricolage. Donc, on fera la maîtrise de l'énergie. Comment sortons du bricolage? Eh bien, comment on sort du bricolage? On ne construit pas, on ne se lance pas dans ces nouveaux EPR dont on ne sait rien. L'EPR de Flamanville, c'est un fiasco. Les EPR2, il ne faut pas raconter d'histoire, personne ne sait exactement ce que c'est aujourd'hui, sinon des EPR moins protégés, moins solides, plus fragiles. Et donc, on met le paquet sur les économies d'énergie, on déploie les énergies renouvelables et progressivement, au fur et à mesure qu'on n'a plus besoin des réacteurs nucléaires, on les ferme. On ferme les plus dangereux, les plus vieux, les plus vulnérables au dérèglement climatique. Et on construit des éoliennes terrestres ou offshore? Alors là, ça c'est la grande obsession d'Edwige Chevrillon, Absolument, il faut le dire, oui. l'éolien. Des Français aussi, de certains Français. Non, mais regardez toutes les statistiques. Moi, quand je regarde la pub dans les journaux, c'est toujours des éoliennes. Y compris pour ceux qui font du gaz, du pétrole et du nucléaire, ils mettent toujours des éoliennes. C'est que les Français doivent plutôt apprécier les éoliennes. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes le montrent. Simplement, évidemment qu'on ne construit pas des éoliennes dans des réserves naturelles. Il faut inverser la logique qui a été une logique absurde jusqu'à maintenant, qui consiste à dire presque, à part, comme dans aucun pays au monde, on ne peut pas construire près des radars à 70 km. Enfin, franchement, je ne sais pas quel est l'état de nos radars si on ne peut pas mettre une éolienne de 120 mètres à moins de 70 km. Enfin, franchement, on a vraiment des problèmes de sécurité militaire dans ce pays. Donc, on va choisir les territoires où on peut faire de l'éolien, on va travailler avec les populations et on va alléger les processus d'autorisation à partir du moment où il y a un accord. Mais, Edwige Chevrillon, les énergies renouvelables, ce n'est pas que l'éolien. Mais on va faire de l'éolien offshore. 5400 éoliennes offshore en mer du Nord. Une seule en France non connectée. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sérieux de ce point de vue-là? D'accord, ok. Juste un mot quand même, et après on passe sur les salaires. ISF climatique, c'est quoi? Vous restaurez l'ISF? Ouais. C'est quoi? Oui.
Comment, de quelle manière et qu'est-ce que vous appelez l'ISF climatique? Alors l'ISF que nous restaurons, parce qu'on a besoin de remettre de la solidarité dans notre pays pour financer l'école, pour financer l'hôpital, pour financer les commissariats et les tribunaux. L'ISF climatique, on cible les 1% les plus riches, donc à partir de 2 millions d'euros de patrimoine. Très concrètement, c'est 1% de 2 à 8 millions, 2% de 8 à 1 milliard, 3% au-delà. Mais comme vous le savez, les plus riches dans notre société émettent beaucoup plus de CO2 que le reste des Français, notamment du fait de leur patrimoine financier. Eh bien, si vous voulez avoir du patrimoine financier qui va vers des entreprises qui aujourd'hui veulent continuer à exploiter les énergies fossiles, eh bien, vous aurez un malus sur votre patrimoine financier qui s'ajoutera à votre ISF. Une question, ce n'est pas une obsession d'Edwige Chevrillon. Pourquoi voulez-vous exclure le nucléaire de la transition énergétique alors que cela permet à la France d'avoir le mix énergétique le plus décarboné d'Europe? Est-ce que ce n'est pas une position idéologique? Et quelle est la position idéologique? C'est une question. Non, mais moi je suis toujours étonné de la nature du débat. Vous avez un EPR à Flamanville, encore une fois, il aura 10, 15 ans de retard si jamais il fonctionne. Vous êtes passé de 3 milliards à, selon la Cour des comptes, 20 milliards aujourd'hui. Et votre grand projet, c'est de considérer que multiplier un fiasco par 6 ou par 14, ça donne un succès. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne les calculs. Pour moi, un fiasco multiplié par 6, ça fait 6 fiascos. Donc, la rationalité aujourd'hui, c'est d'investir sur les énergies où vous investissez. 80% des nouvelles capacités de production électrique dans le monde, ce sont les énergies renouvelables. Le nucléaire aujourd'hui, le nucléaire proposé par Emmanuel Macron à travers ses EPR, c'est un coût de production 2 fois plus élevé que les énergies renouvelables que je porte. Et ça va mettre 4 fois plus de temps à être installé. Vous le savez, on a besoin de produire plus d'électricité dans notre pays. Est-ce qu'on attend 2040 pour produire plus d'électricité ou est-ce qu'on commence à produire maintenant? Donc l'enjeu n'est pas pétrole contre nucléaire, ça c'était les années 70. L'enjeu d'investissement aujourd'hui, le choix qu'on doit faire, c'est par rapport à un parc nucléaire vieillissant, est-ce qu'on renouvelle les centrales nucléaires à coût de dizaines de milliards d'argent public, parce que vous ne mettrez pas d'argent dedans parce que ce n'est pas rentable, ou est-ce qu'on met les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, où vous investissez déjà parce que c'est rentable? Eh bien moi, je choisis la rationalité économique, y compris pour une fois, on devrait être d'accord. Yannick Jadot, ça fera le lien. Il y a une question encore. On constate que les entreprises aidées par l'État licencient ou se délocalisent. Est-ce que vous y mettrez un terme? Écoutez. Question de la salle, évidemment, ou sur Klaxoon. Hein, donc, je ne sais pas qui a posé la question. Vous pouvez vous lever. Non, mais il faut plus sérieusement. Est-ce que vous pouvez y répondre, Yannick Jadot? Et on a évidemment aujourd'hui, si vous laissez, comment on doit articuler les choses. Prenons la question, moi je suis toujours surpris de la faiblesse de l'Europe à se battre contre le dumping. On a eu, vous prenez la question des pneus, vous prenez la question à une époque du photovoltaïque, vous prenez plein de sujets. On a aujourd'hui, venant de la Chine notamment, un dumping qui est absolument inadmissible. Et vous le savez, l'Europe se protège très mal contre le dumping. Vous prenez l'exemple américain, au moins, quand ils ont un sujet, ils savent cartonner pour protéger leurs entreprises. Et donc, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où, finalement, vous aidez des entreprises à rester sur le territoire ou à investir sur le territoire. Vous laissez une concurrence internationale s'installer qui est inadmissible parce que c'est une concurrence qui n'est pas liée à la compétitivité mais qui est liée à des avantages ou des investissements publics ou au foncier ou au fait que des entreprises chinoises ne payent pas leurs dettes ou empruntent à taux zéro. Et à un moment donné, vous avez des entreprises qui du coup repartent, délocalisent. Eh bien oui, l'investissement public à travers y compris ces fonds régionaux, parce que moi je veux des dynamiques de territoire, doivent aller vers des entreprises qui s'ancrent sur les territoires et qui ne délocalisent pas.
Encore beaucoup de questions que vous posez sur la transition écologique, mais évidemment, il faut qu'on avance. Alors, on va regarder les principales propositions que vous faites, notamment sur comment augmenter les salaires, parce que c'est un point important pour vous. Vous souhaitez une grande négociation interprofessionnelle. Bon, vous dites d'abord qu'il faut, l'enjeu du SMIC est très très important, et vous, vous voulez le porter à 1 500 € à la fin, net, à la fin du quinquennat, hein, je précise. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important à vos yeux? Est-ce que c'est le bon mécanisme? Et est-ce que vous qui parliez tout à l'heure de compétitivité, est-ce que vous ne redoutez pas que pour les grandes entreprises, ça soit gérable, et pour que les plus petites entreprises, ça soit plus compliqué et ça les fragilise? Bien sûr que c'est un sujet. On a aujourd'hui, vous le savez, un problème de bas salaire et des niveaux du SMIC dans notre pays. Moi, je suis pour qu'effectivement, il y ait 10% d'augmentation du SMIC dès notre arrivée au pouvoir, si les Français le décident. J'ai vu, et vous le savez, la situation dans beaucoup de vos entreprises, j'ai vu des personnes qui, après 10-15 ans d'ancienneté, sont toujours au SMIC ou juste au-dessus du SMIC. C'est pas possible, en fait. Le principe du SMIC, dans notre histoire, c'est l'entrée dans le métier. C'est l'entrée dans le métier avec très peu de compétences. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui, y compris en CDI depuis 10, 12, 14 ans, n'ont pas bougé du SMIC. Je peux vous dire, et vous le savez, ça peut être très humiliant pour toutes ces personnes-là. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un rattrapage du SMIC et de l'ensemble des bas salaires dans un certain nombre de secteurs. Alors, pour les grandes entreprises, enfin, bon, vous le savez, je pense qu'on a un record en termes de taux de marge. On est à combien, Monsieur Roux de Bézieux? On doit être à 34,5 de taux de marge aujourd'hui, c'est un record par rapport à un demi-siècle. On a un taux de marge important qui permet effectivement d'augmenter le SMIC. Et pour effectivement les entreprises les plus petites, ce seront aussi les premières bénéficiaires des augmentations de salaire, parce que les entreprises de services comme les PME, TPE qui sont sur nos territoires sont des entreprises qui bénéficient d'une hausse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. En même temps, lorsque vous avez vu, je ne sais pas, j'imagine, différentes études, on dit que ça peut conduire à des destructions d'emplois. On parle, alors la fourchette est extrêmement large, ça peut aller de 42 000 emplois supprimés à plus de 100 000 emplois. Pour vous, vous dites, ce n'est pas un argument. C'est pas la question, c'est pas de disqualifier les arguments. C'est les priorités. Ce sont les... Non, c'est dans quelle société on veut vivre. Enfin, moi, je vous invite, et je nous invite collectivement à la prudence. Le statu quo tel qu'il est géré aujourd'hui sur les grandes politiques publiques, on le sait, ce sont les désordres écologiques, les désordres sociaux, les désordres économiques. Le faible investissement sur nos services publics aujourd'hui, c'est de la division, c'est des personnes qui se retranchent, qui se replient. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut ne pas bouger et avoir le chaos climatique et à la fin avoir Zemmour parce que les gens sont tellement désespérés de la vie qu'ils iront vers le pire, ou à un moment donné on répare la société, on donne à chacune et à chacun sa dignité, une perspective d'un métier intéressant, une formation intéressante. Enfin, on a sous-investi dans l'école depuis des années. On a sous-investi sur la recherche publique, on a sous-investi sur l'université. On est un des seuls pays où l'investissement par étudiant dans l'université baisse. Enfin, c'est totalement dingue de vouloir construire une société où on vit bien ensemble, une société apaisée, une société de la connaissance, une société de l'épanouissement et de l'intelligence collective, en réduisant l'investissement par étudiant dans l'université, en étant un pays en retard sur sa recherche et développement ou sur son enseignement supérieur. Ça n'est pas possible. Donc oui, il faut remettre du bien-être dans ce pays, il faut remettre des revenus, mais mon approche du pouvoir d'achat, c'est à la fois, qu'on appelle parfois le pouvoir de vivre aussi, vous le savez, c'est à la fois des revenus meilleurs pour les plus vulnérables d'entre nous, mais c'est aussi l'action déterminée, c'est ça la spécificité du projet écologiste, c'est l'action déterminée sur les dépenses contraintes. Quand on isole un logement, c'est 600-700 € d'économiser par an.
c'est potentiellement des dizaines de milliers d'emplois dans le bâtiment et des emplois sur tous nos territoires. Quand on investit sur le logement social, c'est aussi la réduction des dépenses contraintes. Quand on investit sur la mobilité collective, sur la mobilité douce, sur tous ces sujets-là, c'est de la réduction de dépenses. Quand on investit sur une alimentation de qualité, sur des circuits... Donc, profitons de cette période. Franchement, il y a 1 an et demi, tout le monde s'interrogeait sur le monde d'après. On est dans une situation aujourd'hui où on a l'impression que la seule petite lumière au fond du tunnel, c'est de retrouver le monde d'avant. Mais ce n'est pas possible. Le monde d'avant, c'était un monde qui n'allait pas très bien. C'était une société qui était déjà tendue. Alors oui, je revendique, j'assume de mettre tout le monde face à un cap qui peut être, à mon avis, un outil extraordinaire de mobilisation de la société, de réconciliation de la société. J'ai vu que vous vouliez réconcilier, tant mieux, moi aussi, de réconciliation de la société autour d'un beau projet partagé pour nous et pour nos enfants. Juste pour conclure, il nous reste 2 minutes 30. Une question quand même sur le chiffrage de votre programme, parce qu'on a vu différentes mesures qui sont plutôt des dépenses, on vient d'en parler, notamment l'augmentation du SMIC. Est-ce que vous avez un chiffrage de votre programme et où faites-vous des économies? C'est un gros mot, je sais, mais en même temps, lorsqu'on voit le niveau d'endettement de la France, c'est un point qui peut paraître important pour ne pas dire crucial. Écoutez, moi, ce que je considère, je vais venir sur la dette, hein, je ne néglige pas. Mais aujourd'hui, on a une capacité quand même à refinancer la dette publique quasiment à taux zéro. Les taux d'intérêt réels sont négatifs. Les taux d'intérêt réels sont négatifs. Alors, on peut se poser la question de la dette à 50 et à 60 ans, mais la dette climatique, celle-là, elle est aujourd'hui. Et la fracturation de la société, elle est aujourd'hui. Donc j'assume de mettre 25 milliards par an pour réparer, 25 milliards par an pour reconstruire. Sur les dépenses, sur les investissements, les services publics, mon budget est équilibré entre les nouvelles recettes et les nouvelles dépenses. Là où j'assume aussi, c'est que toute la partie investissement dans la décarbonation et tout ça, ça relève de l'emprunt, je l'assume. On se battra pour que le plan d'investissement européen qui était de 750 milliards, vous le savez, pour le Parlement européen dans son ensemble, il fallait faire 2000 milliards, et bien de la dette auprès de la BCE sur les 50-60 prochaines années, c'est pas négligeable. Vous faites un grand emprunt. C'est pas négligeable, mais je trouve que c'est secondaire par rapport aux urgences climatiques, sociales, démocratiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça veut donc dire que justement ce plan de 750 milliards n'est pas initié par la Commission européenne, n'est pas suffisant à vos yeux. Il en faudra un autre. Non, on avait, je l'ai dit, le Parlement européen, la Commission européenne était aussi sur un chiffre plus ambitieux. On était sur 2000 milliards d'euros au niveau européen, et c'est la bascule dont nous avons besoin. Mais c'est beaucoup de réorientation d'argent aussi. Hein. Vous savez, il y avait eu l'étude alors ils sont au cœur de l'actualité, McKinsey en ce moment, mais ils avaient fait quand même une étude européenne qui disait qu'en fait, pour faire la transition écologique, il faut 1000 milliards d'euros par an. Oui. Alors tout le monde se dit, ouah, 1000 milliards, c'est énorme. En fait, non, il y a déjà 800 millions qui sont de la réaffectation. L'enjeu, c'est l'intelligence de l'affectation. Typiquement, sur toute la transition agricole que nous portons, l'argent de la PAC, ça suffit. Il n'y a pas besoin de remettre de l'argent public, simplement de mieux utiliser l'argent public qu'on dépense déjà. Un mot encore, puisqu'il nous reste en fait encore 1 ou 2 minutes, une question de quelqu'un qui demande, puisque nous sommes alors en plus à la station F, qui est un peu le temple de l'économie de demain, qu'est-ce que vous faites pour la transition numérique? C'est une chose qui m'a frappée en préparant ces différentes interviews et en regardant les programmes économiques, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur le numérique. C'est pourtant essentiel demain. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si vous voulez, les grands sujets de l'économie de demain, c'est l'écologie et le numérique. Et que je suis convaincu que le numérique peut être un levier extraordinaire pour nous aider dans la transition écologique. Et j'aimerais, vous vous souvenez, dans les années, je ne dis pas de bêtises, dans les années 80-90, il y avait aux États-Unis, ils avaient mis en place toutes les initiatives autour du numérique. À cette époque,
On s'interrogeait peut-être encore, nous, sur le Minitel. Au fond, ils ont créé une économie du numérique aux États-Unis, mais n'oublions jamais à quel point l'État a impulsé l'économie du numérique aux États-Unis. Eh bien, moi, j'aimerais qu'au niveau européen, et pour le coup, le commissaire Breton essaye de faire des choses, qu'on ne dépende pas de la Chine, parce que dépendre de la Chine, c'est perdre notre souveraineté économique, c'est perdre notre souveraineté numérique et c'est clairement perdre notre souveraineté démocratique. Donc on est des acteurs européens très puissants sur le numérique qui assument sa responsabilité environnementale comme sa responsabilité sociale, évidemment, et de faire de l'écologie et du numérique la nouvelle articulation qui, y compris, va passionner nos jeunes, parce que nos jeunes sont sur ces deux voies-là. Merci beaucoup Yannick Jadot, on arrive au terme de cette intervention. Merci beaucoup d'avoir défendu votre programme. Dans un instant, on va maintenant recevoir Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français, que j'invite à me rejoindre sur la